Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. le récit. Stéphane Bern. À la Révolution, il a fait la sienne, qu'il voulait pacifiste, avec un manifeste qui prônait l'égalité, en s'opposant au pouvoir du Directoire qu'il a tenté de renverser. Je vous raconte le comploteur qui a mené l'insurrection et n'a pas choisi au hasard son prénom, Gracchus Babeuf. François-Noël Babeuf est né à Paris depuis seulement 5 jours lorsqu'il assiste, en ce 22 juillet 1789, à une sanglante scène. Non loin de l'hôtel de ville, le tout nouveau contrôleur des finances du royaume, Joseph-François Foulon, est saisi par la foule, pendu puis décapité, avant que son corps ne soit traîné dans les rues et sa tête baladée au bout d'une pique dans le faubourg Saint-Martin. Babeuf précise dans une lettre à son épouse combien la joie de la population en furie lui fait mal, mais comment il ne peut que comprendre la violence du peuple face à l'oppression encore plus violente de ses tyrans. Les maîtres, écrit-il, au lieu de nous policer, nous ont rendus barbares, parce qu'ils le sont eux-mêmes. Ils récoltent et récolteront ce qu'ils ont semé. Nous ne sommes qu'au début. Il ne croit pas si bien dire. La Bastille est tombée depuis une semaine et la révolution va durer, pour amener les changements que Babeuf appelle de ses voeux. Voilà quelques années qu'il est géomètre arpenteur et spécialiste du droit féodal dans sa ville de Roye, en Picardie. Babeuf établit la liste des droits seigneuriaux sur les terres pour le compte des nobles. En gros, il s'agit d'aider les aristocrates à ponctionner les paysans. Né en 1760 dans un milieu modeste, autodidacte, François-Noël Babeuf s'est construit une conscience sociale à la lecture des philosophes, de Rousseau en particulier, et en étant confronté à l'appauvrissement des paysans de sa région, à la soumission des ouvriers textiles envers une classe, toujours la même, qui ne fait que dominer les plus faibles. Quelle terrible conflagration, écrivait-il déjà en 1786, si la multitude venait un jour à se demander pourquoi quelques-uns ont tout et les autres n'ont rien. Et ce jour arrive. La révolution commence. Alors Babeuf compte bien s'y impliquer. Il participe à la rédaction des cahiers de doléances de sa ville et s'engage comme journaliste entre Paris et la Picardie. Il est vite considéré comme un perturbateur avant d'être arrêté en mai 1790 pour incitation à la rébellion. Il passe 2 mois en prison. Et ce ne sera pas la dernière fois. La monarchie constitutionnelle qui s'instaure lui semble bien timide, mais plus la révolution avance, plus elle semble aller dans son sens. La République est déclarée en 1792. La Convention nationale adopte une constitution, celle de l'an 1, qui assoit les bases démocratiques du monde à venir. C'est à cette époque que Babeuf rompt avec le christianisme. Mais la Constitution n'est pas appliquée et disparaît derrière les sanglants errements de la terreur. Les têtes tombent et le peuple continue de souffrir. Une fois la terreur terminée, si Babeuf en condamne les excès, il veut continuer le travail des républicains pour parvenir à l'égalité réelle des citoyens. Or, la Convention nationale se replie vers une stabilisation de régime qui ne semble pas s'intéresser aux sans-culottes que Babeuf défend. Il est arrêté pour outrage à la Convention. Pendant ce temps, une nouvelle constitution prépare un régime collégial, le Directoire, censé éviter la tyrannie. Le suffrage censitaire est rétabli, mais seuls 6 millions de citoyens ont des droits politiques. Pour Babeuf, ça n'est pas assez. Amnistié par le nouveau régime du Directoire lancé officiellement en octobre 1795, Babeuf ne s'y oppose pas moins dans son nouveau journal, Le Tribun du Peuple. Depuis 1 an, il a par ailleurs changé de prénom. Il est désormais Gracchus, en hommage aux frères Gracq, tribuns de la Rome antique qui périrent pour avoir souhaité un meilleur partage des terres. Ses écrits prônent la stricte égalité. Le mal premier de la société est, selon lui, la propriété, odieuse dans son principe et meurtrière dans ses effets. Dans l'ancien réfectoire du couvent Sainte-Geneviève, parfois même dans les sous-sols qui jouxtent le Panthéon, dont le club de réflexion prend justement le nom, les textes de Gracchus Babeuf sont lus et applaudis pour les idées qu'il porte. Le renversement du Directoire, l'application de la Constitution de l'an 1, puis l'abolition de la propriété, la mise en place d'un système national d'éducation, la fin de la monnaie, et c'est à noter, l'égalité entre hommes et femmes. La prétendue supériorité de l'homme sur la femme et la despotique autorité qu'il s'arroge sur elle ont la même origine que la domination de la noblesse, affirme-t-il, avant même la Révolution.
Le directoire, qui se préoccupait d'abord des factions royalistes, en vient à promulguer des lois défendant d'appeler à sa dissolution et condamnant tout appel à appliquer la Constitution de l'an 1. En janvier 1796, on tape à la porte de Babeuf, rue Saint-Honoré. Un huissier lui signifie son mandat d'arrêt. Babeuf le bouscule et s'enfuit dans les rues du quartier des Halles. L'huissier le poursuit en criant au voleur. Par 2 fois, les passants arrêtent Babeuf, mais le relâchent quand il leur révèle son nom. Sa voix est célèbre et respectée par une bonne partie du petit peuple. Il parvient à s'échapper. 1 mois plus tard, le club du Panthéon est fermé par la force. C'est le général de l'armée intérieure en personne qui en garde la clé, un certain Bonaparte. Mais Babeuf et ses amis ont mis en place ce qu'ils nomment le directoire secret du salut public. L'idée est de nourrir, à Paris et en province, le ressentiment du peuple contre le directoire qui ne le représente plus. On veut éveiller les consciences pour qu'à la moindre étincelle, la population s'ébranle dans une grande insurrection. Des représentants sont nommés dans chaque arrondissement parisien, puis dans les forces armées pour insuffler l'élan insurrectionnel dans les troupes. Des nuits durant, les conjurés préparent clandestinement le soulèvement, mais surtout l'après, l'égalité réelle. Plus de propriété ou de monnaie, les terres et les biens seront communs, les pauvres dormiront dans les palais des anciens riches et chacun donnera de son temps et de ses capacités pour le bonheur de la société. Une doctrine qui ne se veut pas utopique mais pragmatique. Jean Jaurès y verra plus tard le spasme suprême de la Révolution, quand Marx lui-même décrira le groupe des conjurés comme premier parti communiste agissant. Car il y a un programme, le manifeste des égaux, et un appel, l'acte insurrecteur. Mais Babeuf et ses camarades sont trahis par l'un des leurs. Le 10 mai 1796, Gracchus est arrêté rue de la Grande Truanderie à Paris avec son comparse Buonarroti. D'autres conjurés sont eux aussi amenés à la prison de l'abbaye puis dans la tour du Temple. 2 tentatives de libération par la force échouent les semaines suivantes et poussent les autorités à transférer les prisonniers. Dans la nuit du 26 août 1796, c'est un funeste convoi qui traverse les rues de Paris. Les accusés sont transportés dans des cages métalliques sur des carrioles. Direction Vendôme, dans le Loir-et-Cher, en attendant le procès qui s'ouvre en février 1797. Il dure 4 mois pour les 64 prévenus. Babeuf a beau expliquer, justifier l'ébranlement de ce régime injuste, il sait qu'il n'échappera pas à son sort. Le 26 mai, il est condamné à mort avec son collègue d'Arte. La plupart des autres accusés seront déportés. À l'annonce du verdict, Gracchus Babeuf se plante un poignard dans le torse. Trop petite, la lame casse et reste fichée près de son cœur durant toute une nuit de souffrance. Le lendemain, il est guillotiné. Le directoire ne tiendra que quelques années. Et c'est ironiquement Napoléon Bonaparte, celui qui avait fermé le club du Panthéon, qui mettra fin à la Révolution, mais pas dans le sens que Gracchus Babeuf aurait souhaité. Europe 1, historiquement vôtre.